Bonjour. Bonjour, on va attendre les autres. Hop, on est un petit peu en avance. D'accord. Alors, je vais juste contacter le directeur pour savoir si les autres élèves ont un problème de connexion. D'accord. Normalement, on est que 2. Ah d'accord, vous êtes... Enfin, je vais voir... avant les vacances, on était que 2. Après, je ne sais pas s'ils en ont rajouté. d'accord, je vais voir pour l'autre élève, justement. D'accord.
Bonjour, je m'appelle Marie Ouattara. Je serai ton professeur de biochimie et de biophysique. Pour l'instant, normalement, il devrait avoir le deuxième élève, mais c'est pas allé, donc on verra s'il rejoint le cours plus tard. D'accord. Attends, parce que j'ai un petit problème de son, je devrais t'entendre. Voilà, c'est mieux. Du coup, alors par contre, voilà, du coup, il faut que je te propose quelque chose. C'est Oui, qu'en fait, en biochimie, donc là, enfin, tous les cours sont prêts et tout, mais ce qui est mieux, c'est qu'on sépare les 2h30 en deux. Ce serait l'idéal. C'est-à-dire qu'on fasse du cours le matin, que je te laisse un temps pour revoir le cours. Parce que tu verras, aujourd'hui, on va commencer par exemple par les acides aminés. Il y en a oui, 20, et en l'occurrence, il faut que tu les apprennes. Après, je vais te donner des conseils, des mémotechniques et tout, pour facilement les retenir. Donc, d'accord. ce qui serait bien qu'on fasse, c'est qu'on fasse du cours le matin et que, enfin, après-midi, je sais que tu as des cours aussi l'après-midi, donc on peut Oui, faire après ces cours-là, on fasse 1 heure de QCM. Tu vois, le matin, on ferait 1h30 de cours où je t'explique, je te détaille, je te donne des mémotechniques. Et après tes cours de l'après-midi, on fait 1 heure de QCM pour voir vraiment ce que tu n'as pas compris et que même en revoyant tout seul, les mémotechniques que tu ne retiens pas, ce qui te pose problème. Est-ce que ça d'accord. te va? Oui, D'accord. Donc, on fera ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, là, on ferait 10h, 11h30 et ta cours jusqu'à 16h30, c'est ça? oui, c'est ça. Et du coup, après, je te reprends de 17h à 18h. Ça, je te laisse 30 minutes de pause entre les deux cours. D'accord. OK, on va faire ça. Et aussi, alors voilà, et deuxième point, c'était que, en fait, la biophysique, je ne sais pas si tu connais vraiment comment sont les yeux en médecine, mais la biophysique, ça s'associe à la physiologie. Donc, c'est une toute partie du. Donc, moi, ce que je te conseillerais, vu qu'on a 40 heures ensemble, vu que je te fais aussi la biophysique, c'est qu'il y ait 10 heures de biophysique qu'on rajoute à la biochimie. Parce que la biochimie, c'est beaucoup plus important que la biophysique. Tu verras, la biophysique, c'est quelques formules à connaître, c'est beaucoup d'entraînement, mais en soi, il n'y a pas de contenu de cours énorme. D'accord, pas de souci. Donc, si on rajoute les 10 heures en biochimie, ça nous permet de voir le métabolisme qui est un peu dans la biochimie, mais pas totalement. Mais c'est très important à comprendre et c'est très vaste. Donc, ce serait bien qu'on puisse plutôt faire le métabolisme plutôt qu'on rajoute 10 heures de QCM en biophysique. D'accord. Donc, si c'est bon pour toi, OK. Ouais, pas de problème. Voilà. Et je crois que j'avais un troisième point. Je regarde ce que j'avais noté. Ah oui, donc troisième point. Tu peux pas du tout faire les cours le mercredi? Ou c'est Non, possible, except... Ah, tu veux pas du tout? on ne peut pas. D'accord. Du coup, d'accord. Mais du coup, il faudrait que je m'arrange pour vendredi parce qu'en fait, j'ai un truc qui est tombé à la dernière minute. Mais on verra ça. Je te redirai demain. Je vais m'organiser. D'accord. D'accord. Donc voilà. Donc là, on va commencer par les acides aminés. Enfin, du coup, tu verras plus ma caméra. Je vais t'afficher le cours. Je vais te l'envoyer aussi. Mais là, pour D'accord. l'instant, tu peux regarder par le Zoom, mais je vais te le partager dans la discussion déjà. Hop. Acides aminés. Oui. Donc, les acides aminés. Alors, tout ce qui est, enfin, ça c'est pour plus tard quand tu reliras, tu verras qu'il y a, ah voilà, tous les trucs avec des petits grilles, cas particuliers et tout, c'est pour donner des exemples, mais c'est pas forcément des choses à savoir. D'accord. Alors, attends, par contre, j'ai un petit souci. Je vais rouvrir. Voilà. Alors, donc, les acides aminés, c'est ce qui permet donc de fabriquer, c'est la base pour fabriquer les protéines. Il y en a 20 courants, c'est ceux qui sont vraiment à connaître par cœur, et il y en a 2 rares. En fait, il y en a plus, mais dans la plupart des cours, on donne que les 2 moins rares des rares. Cependant, donc, il y a, comme c'est écrit, environ 300 acides aminés différents par leur modification métabolique. C'est une fois que ton acide aminé dans ta protéine
elle est produite, ça veut dire que ta protéine, elle est constituée d'acides aminés, elle va pouvoir se plier de différentes façons. Et selon les différentes façons dont elle va se plier, ça donnera des acides aminés dont la fonction va diverger. Alors, une séquence de 150 acides aminés peut donner 150 puissance 20 protéines différentes, justement de par cette diversification de comment elle peut se plier. La plupart des protéines contiennent des acides alpha-aminés. Ces acides alpha-aminés, c'est parce que le carbone, voilà, comme tu vois sur le schéma, le carbone C, on l'appelle alpha, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est alpha-aminé, l'amine est sur le carbone alpha. Donc, un groupement amine primaire porté par le carbone alpha, donc NH2 à gauche. Là, tu as un groupement acide carboxylique porté aussi par le carbone alpha à droite. Et tu as une chaîne qui est notée par le R en bleu. Donc, la masse moléculaire moyenne d'un acide aminé, c'est 110 DA. Le plus lourd, c'est le tryptophane qui fait 186 DA. Et le plus léger, c'est la glycine. Il existe également, mais beaucoup plus rarement chez l'être humain, des acides bêta, gamma aminés. Ils diffèrent par la position du NH2. La chaîne latérale elle est très variable en taille, en charge, en polarité, en hydrophobicité, en chimique et en aromaticité. Ça, tu le verras après, quand j'aurai fini le cours, on se concentrera sur les acides aminés quand je t'expliquerai comment les retenir, qu'on les trie justement par tout ça. Et c'est une manière d'ailleurs plus simple de les retenir du coup. Donc, on a les acides aminés apolaires qui sont hydrophobes, c'est-à-dire non solubles dans l'eau, et lipophiles, donc c'est soluble dans l'huile. Les acides aminés polaires, eux, ils sont hydrophiles et lipophobes, et ils peuvent être chargés ou non. Donc, les acides aminés polaires chargés, eux, ils sont capables d'échanger des atomes d'hydrogène avec des acides ou des bases, alors que les acides aminés polaires, qui ne sont pas chargés, ils peuvent seulement interagir avec les molécules d'eau, par des réactions que tu verras en chimie. Chaque acide aminé possède un nom, un code à 3 lettres et un code à une lettre. Ça, ils seront à apprendre. Tu les verras, j'ai un petit tableau que je vais t'envoyer. Donc, tu dois connaître leur nom entier, leur code à 3 lettres et leur code à une lettre. Le code à 3 lettres est très simple à retenir parce que généralement, c'est les 3 premières lettres de l'acide aminé. Le code à une lettre, c'est à peu près pareil, sauf pour quelques exceptions, vu qu'il y en a qui commencent par la même lettre. Du coup, évidemment, on ne peut pas mettre la même lettre à tous, sinon on ne pourrait pas s'en sortir. Donc, cas particulier, quand les acides aminés ne sont pas identifiés par une analyse, on leur attribue des codes différents. Voilà. Certains acides aminés ne sont pas synthétisés par l'organisme et doivent par conséquent être apportés par l'alimentation. C'est des acides aminés essentiels. Donc, et là aussi, donc là, tu vois le mémotechnique qui est Hot Milk for VW. Sinon, il y en a un pour retenir par les 3 lettres. C'est mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent, mais il sera aussi dans le récap que je te ferai à la fin. Donc, c'est des acides aminés à chaîne latérale neutre comme val-leucine, isoleucine, les acides aminés aromatiques comme la phényle et le tryptophane, ainsi que la thréonine, la méthionine et les 3 acides aminés basiques que sont la lysine, l'arginine et l'histine. Donc, les acides aminés à chaîne aliphatique, qui sont du coup non cycliques. Ce sont des acides aminés qui ne possèdent pas de carbone asymétrique. Je sais ce que c'est un carbone asymétrique, normalement. Oui. Donc, il est très courant dans le collagène. Il est apolaire. Ils sont plutôt hydrophiles, mais ils sont classés dans les acides aminés hydrophobes à cause de sa chaîne latérale qui est hydrophobe. Il a des propriétés dans les solutions tampons. Tu sais ce que c'est une solution tampon? Je ne me rappelle plus. C'est une solution qui résiste très bien aux attaques acides ou basiques. Donc, si tu rajoutes de l'acide ou de la base, son pH il va très peu varier. D'accord, merci. C'est comme par exemple le sang. Parce que du coup, ça ferait que si tu mangeais par exemple de l'acide, si ton pH il variait trop, on aurait des problèmes du coup, de santé, évidemment. Parce que, voilà. Ensuite, donc l'ananine. Sa chaîne latérale, c'est un groupement méthyle. C'est un acide aminé apolaire qui peut être converti en pyruvate. Et le pyruvate, on le reverra dans le métabolisme, donc à la fin des cours. C'est très important pour le métabolisme, par transamination. Donc ça aussi, on verra cette réaction après. L'alanine est un constituant de base pour les autres acides aminés. Parce que, comme tu peux voir, la base de l'acide aminé, c'est le NH3+, CHCOO-.
Et l'ananine, lui, tout ce qu'il a en plus, enfin, ce qu'il a, c'est un CH3. Donc, c'est un acide aminé assez basique. Le plus basique que lui, c'est la glycine, parce que lui, il a un hydrogène. Donc, le plus basique, c'est la glycine, et juste après, tu as l'ananine. Du coup, c'est deux acides aminés qui sont assez simples à retenir, en vrai, parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. Voilà. Ensuite, donc, la valine. Donc, les acides aminés à chaîne aliphatique ramifiée. Donc, on a d'abord la valine. Donc, la chaîne latérale porte un groupement isopropyl. C'est un acide aminé essentiel et apolaire. Est-ce que tu sais ce que c'est isopropyl? Non. Alors, attends. Normalement, je dois pouvoir... Ouais, crayon, stylo. Ah. Alors, donc, propane, je ne sais pas si c'est, mais propane, en gros, c'est, si tu fais en formule topologique, pourquoi ça écrit pas? Voilà. C'est ça, c'est-à-dire 3 carbones. Là, tu as un carbone, tu as un deuxième carbone, tu as un troisième carbone. C'est pour ça qu'il y a propre. C'est la racine pour dire 3 carbones. Et propyle, c'est juste qu'en fait, il a perdu un hydrogène ici. Ici, il a perdu un hydrogène, et cet hydrogène, il l'a perdu parce qu'en fait, il s'est connecté ici. Donc, il a dû lâcher un hydrogène pour aller s'associer avec la racine des acides aminés. C'est pour ça qu'on dit isopropyl. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Hop, je crois qu'il faut que j'efface, sinon ça passera après. OK. Ensuite, la leucine. Donc, la chaîne latérale porte un groupement isobutyle. Donc, c'est pareil, sauf que là, il y a 4 carbones maintenant, puisque c'est but. C'est un acide aminé essentiel et apolaire. Donc, c'est tout le même principe que isopropyl. Tout le même principe que isopropyl. Sauf qu'il y a 4 carbones. Donc, c'est tout pareil. Après. Voilà. Alors, il faut que j'efface. OK. Maintenant, l'isoleucine. Donc, comme tu vois, dans isoleucine, il y a leucine, donc l'acide aminé qu'on vient de voir. Donc, la chaîne latérale porte un groupement butyl secondaire. Cet acide aminé possède 2 carbones asymétriques. Il est essentiel et apolaire. C'est très important de connaître les carbones asymétriques pour les acides aminés parce que ça tombe en QCM, de savoir que tel acide aminé, il a ou pas des carbones asymétriques. D'accord. Donc là, c'est pareil que la leucine, il y a juste c'est juste comment sont disposés les carbones qui changent et d'où le changement. Maintenant, les acides aminés courants. Donc, acide aminé à azote intracyclique, on a la proline qui contient un noyau pyrrole. Donc, le noyau pyrrole, c'est l'espèce de cycle dans lequel sont intégrés le carbone asymétrique et la fonction amine qui est secondaire, parce qu'il y a 2 carbones. C'est le seul acide aminé qui est doté d'une fonction amine secondaire. Donc, tous les autres, tu vas avoir des NH3, NH3+, et lui, c'est le seul avec un NH2+. Donc, tu ne peux pas le confondre avec les autres. D'accord. La proline est un acide aminé apolaire. Elle ne forme pas de pont hydrogène et est plutôt rarement retrouvée dans les chaînes protéiques. Parce qu'en fait, ça fait des coudes et du coup, c'est plutôt... On ne la trouve pas trop, ça gêne trop la protéine. Elle peut subir une hydroxylation, modification post-traductionnelle, donc ça on les reverra après, ce qui entraîne une augmentation de sa polarité. L'hydroxylation consiste en l'ajout d'un groupement hydroxyle sur la proline par la prolylhydroxylase, comme tu le vois sur le schéma juste dessus, avec l'intervention d'un coenzyme réducteur, c'est l'acide ascorbique ou vitamine C. Donc, on retrouve une hydroxylation en position 3 ou en position 4. La vitamine C est donc un cofacteur essentiel pour les réactions d'hydroxylation. Un déficit en vitamine C entraînerait une détérioration des muscles, dont le cœur. C'est pour cela qu'il peut entraîner la mort. La proline et l'hydroxyproline sont très présentes dans les collagènes. Les collagènes sont des protéines majeures des tissus conjonctifs comme la peau, les os, les tendons. Ah, attends, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hop. Allô, Fiona? Tu nous entends? Je dis allô, mais... Fiona, est-ce que tu nous entends? Fiona? Peut-être qu'elle n'a pas de micro, je vais te demander si elle nous entend.
Ah, est-ce que tu nous entends, Fiona? J'ai vu que maintenant tu as le micro. Ah oui, je pense qu'elle nous entend. D'accord. Fiona, si tu veux, je reprendrai le début à la fin. Je te dirai juste ce qui manque et je t'expliquerai ce que j'ai expliqué à l'autre élève. Mais je reprendrai ça à la fin. Pour l'instant, essaye de suivre. Et si tu as des questions, bah, quand j'aurai fini le cours, tu me les poseras. Voilà. Et du coup, j'en étais à l'hydroxylation. Ah oui, donc j'ai vu que vous faites aussi. Alors, c'est le collagène. Ah, oui, vous ferez aussi en biologie moléculaire le collagène, du coup. Donc, vous reverrez tout ça, tout ce qui est matrice extracellulaire et tout ça. Donc, l'hydroxylation, ça donne de la polarité à la proline et ça permet de stabiliser les hélices de collagène qui contiennent 14% d'hydroxylidésine et un taux variable mais important d'hydroxyproline. Alors, qu'est-ce que ça peut causer comme pathologie? Un déficit en vitamine C, ça induit une diminution de l'hydroxylation des prolines, une déstabilisation des tissus, c'est ce qui donne le scorbut, qui se traduit cliniquement par des hémorragies des muqueuses, un déchaussement des dents et une purulence gingivale et la mort. On a aussi le syndrome Ehlers dans l'os. Chez l'homme, on retrouve une vingtaine de syndromes liés à une anomalie de collagène qui touche les tissus conjonctifs. Et après, le reste, vous pourrez le lire, mais je ne vais pas l'expliciter parce que c'est juste pour culture générale. Voilà. Donc maintenant, les acides aminés à noyau aromatique. Un noyau aromatique, c'est un noyau qui a une saturation maximale. C'est-à-dire qu'on a toujours une double, enfin, si c'est un hexagone, on va avoir les 3 doubles liaisons. Et si c'est juste, si c'est juste un pentagone, ben, on n'aura que 2 doubles liaisons parce qu'après, il est déjà saturé, on ne peut pas en rajouter d'autres. Donc, la chaîne latérale porte un noyau de benzène, c'est ce que j'appelais l'hexagone, mais c'est un noyau de benzène, son vrai nom. Cet acide aminé, là on est sur la phénylalanine, j'ai oublié de le dire. Donc, c'est un noyau de benzène. Cet acide aminé est apolaire, essentiel et absorbe dans l'UV à 257 nanomètres. Ça, c'est important de savoir. De toute façon, tout ce qui est en noir est important à savoir, mais le 257 nanomètres, ça tombe et parfois, il joue juste sur le nombre auquel ça absorbe. Donc, il y a un passage possible de la phénylalanine à la tyrosine par estérification d'un groupement alcool. Vous le verrez quand la tyrosine est juste là. Si vous voyez, c'est 2 en dessous. Donc, vous voyez qu'entre la phénylalanine et la tyrosine, tout ce qui change, c'est qu'on a un groupement OH en plus sur la tyrosine. Donc, il y a un lien entre ces deux-là et c'est ce qui permet aussi de les retenir assez facilement. Donc, passons au tryptophane d'abord. La chaîne latérale porte un noyau indole. Donc, le noyau indole, c'est le noyau benzène, donc l'hexagone, et plus le noyau, le pyrrole, que j'ai appelé pentagone tout à l'heure. Et donc, cet assemblage d'un noyau benzène et d'un noyau pyrrole, c'est ce qu'on appelle le noyau indole. Donc, il est apolaire, essentiel, et il absorbe dans l'UV à 280 nanomètres. Maintenant, la tyrosine. Donc, la chaîne latérale porte un noyau phénol. C'est un acide aminé polaire à chaîne latérale ionisable qui absorbe dans l'UV à 275 nanomètres. La tyrosine peut être sulfatée et phosphorylée. Ce sont des modifications post-traductionnelles. Donc, la sulfatation consiste en l'ajout d'un groupement négatif SO4 sur le noyau phénol de la tyrosine par une tyrosine sulfotransférase. Cette modification, elle augmente la polarité de la molécule et elle favorise ainsi l'agrégation. C'est une modification post-traductionnelle, comme la plupart des modifications. On retrouve des sulfotyrosines dans certaines protéines de la coagulation, comme la fibrinopeptide B, ou dans des protéines extracellulaires comme les collagènes et les protéocliganes, que elles, vous verrez en biologie moléculaire et aussi en biocellulaire, qui permettent de colmater. Donc, en fait, c'est juste quand vous coupez, elles vont venir se mettre au niveau, par exemple, du coup, où la peau a été dégradée, et pour éviter que le sang il continue à sortir. Ainsi, lors d'une hémorragie, l'organisme va déclencher des sulfatations de tyrosine afin de permettre l'agrégation des protéines sanguines et permettre alors la coagulation. Donc, comme pathologie, on a le carcinome du nasopharynx. Le virus d'Epstein-Barr induit la sulfatation de tyrosine présente sur les récepteurs des chémokines 4, que vous verrez aussi, ce qui augmente la prévalence et le potentiel métastatique des carcinomes du nasopharynx, notamment en Chine.
Voilà. Après, je vous laisserai lire pour les autres exemples. Donc, maintenant, les acides aminés hydroxylés. Donc, on a les sérines, qui ont une chaîne latérale avec un alcool primaire. C'est un acide aminé polaire à chaîne latérale non chargée et non essentielle. La sérine joue un rôle important dans le citatif des enzymes. Ce sont les familles des sérines protéases, par exemple, que vous verrez en biologie cellulaire aussi. La sérine peut être phosphorylée et eau-glycosylée. Dans les thréonines, donc la chaîne latérale de la thréonine contient un alcool secondaire. Cet acide aminé est polaire, à chaîne latérale non ionisable et essentielle. Il contient 2 carbones asymétriques. Cet acide aminé peut être phosphorylé et eau-glycosylé également. La tyrosine est un acide aminé à noyau aromatique, mais également hydroxyle. La phosphorylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l'ajout d'un groupement PE4 par une kinase sur les chaînes latérales des 3 acides aminés hydroxylés, donc tyrosine, sérine et thréonine. La phosphorylation a un rôle important dans la transmission de signaux. Un signal impliquant des cascades de phosphorylation signifie souvent que la cellule peut se diviser. Par exemple, la division des ostéoblastes pour l'ossification que vous ferez en biologie cellulaire. Donc, c'est juste les ostéoblastes, c'est les cellules qui vont permettre de fabriquer après, de fabriquer l'os, en fait, tout simplement. Mais on le trouve déjà en bordure d'os. Et du coup, c'est grâce à une cascade de phosphorylation qu'il va savoir qu'il doit se diviser et permettre la reconstruction de l'os si jamais vous avez, par exemple, un accident et vous fracturez un os. La phosphorylation est une modification présente chez l'homme, mais aussi chez la bactérie. Donc, pathologie, vous avez la maladie d'Alzheimer. L'eau-glycosylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l'ajout d'un ose. Donc, un ose, c'est un sucre, comme le N-acétyl-galactosamine. Donc, les sucres, on les fera la semaine prochaine ou la semaine d'après, par une glycosyltransférase sur l'atome d'oxygène des chaînes latérales de la sérine et de la thréonine. C'est les 2 seuls acides aminés qui peuvent être eau-glycosylés. Cette modification sert d'étiquetage dans la signalisation moléculaire de la cellule. Donc, après, vous avez d'autres cas de maladies comme pour les cellules cancéreuses et la mucoviscidose. Ça, je vous laisse lire parce que c'est juste pour culture personnelle. Maintenant, les acides aminés contenant du soufre. Il y en a 2. Donc, la cystéine. La chaîne latérale porte un groupement thiol primaire. Donc, le groupement thiol, c'est le SH. Ce groupement joue un rôle dans les mécanismes d'oxydoréduction. La cystéine a ainsi un pouvoir antioxydant. C'est un acide aminé polaire à chaîne latérale ionisable et non essentiel. Il peut être méthylé. Cet acide aminé peut former des dimères par oxydation. Donc, on a formation d'un pont disulfure entre 2 S, donc entre le S d'un acide aminé et le S d'une autre cystéine. Et nous parlons alors de cystine. Ces ponts peuvent être inter- ou intrabrins et sont présents dans de nombreux peptides ou protéines, comme par exemple dans l'insuline. En l'occurrence, il y en a 3 normalement. Alors maintenant, la méthionine. Donc, la chaîne latérale porte un groupement thiol substitué par un groupement méthyle. Parce que là, vous avez le S, mais vous n'avez pas le H, et à la place du H, vous avez un méthyle. C'est très souvent le premier acide aminé des chaînes protéiques. C'est un acide aminé apolaire, non chargé et essentiel. Donc oui, chez l'homme, généralement, les protéines, ça commence par une méthionine. C'est le signal de départ pour la traduction. Ce qui n'est pas le cas chez toutes les espèces. Donc maintenant, les diacides aminés chargés négativement. Donc on en a 2. Donc l'acide aspartique, il contient 2 fonctions carboxyliques. Il est polaire, il a une chaîne latérale ionisable et non essentielle. Il peut être hydroxylé pour donner l'acide 3-hydroxyaspartique. On le retrouve parfois dans le collagène. Il peut aussi être méthylé. L'acide glutamique. Il possède 2 fonctions carboxyliques également. C'est un acide aminé polaire, chaîne latérale ionisable et non essentielle. L'acide glutamique peut être carboxylé et méthylé. La carboxylation est une modification post-traductionnelle qui consiste en l'ajout d'un groupement carboxylique par une carboxylase avec comme coenzyme la vitamine K sur l'acide glutamique pour former de l'acide gamma-carboxyglutamique, qui est noté GLA. Ce groupement carboxyle favorise l'agrégation. Donc ce GLA est présent dans la prothrombine, protéine importante de la coagulation. La warfarine
bloque l'action de la vitamine K et permet d'éviter la formation de thrombose chez les patients cardiaques ou en post-chirurgie. C'est un anti-vitamine K. Les dérivés aminés des diacides aminés. Donc ça aussi, il faut faire le lien, mais on reverra quand on les verra dans la globalité, parce que en fait, c'est des... donc oui, il y a un lien entre donc, les diacides aminés chargés négatifs et certains acides aminés qui permettent de pouvoir facilement les retenir deux par deux. Donc l'asparagine, la fixation d'un ammoniac NH3 sur la fonction COOH de la chaîne latérale forme une fonction amide. C'est un acide aminé polaire à chaîne latérale non ionisable et non essentiel. Il peut être méthylé. L'asparagine peut également être N-glycosylée. La N-glycosylation est une modification post-traductionnelle, qui consiste en l'ajout d'un groupement N-acétylglucosamine sur l'atome d'azote de l'asparagine par une N-acétylglucotransférase. Si tout ce qui est ajout d'un groupement, au niveau des sucres, parce qu'il y a beaucoup de N-acétyl là, au niveau des acides aminés, vous ne vous perturbez pas dessus parce qu'il y a un cours qu'on fera plus tard sur les sucres. Et en vrai, sur les cours des acides aminés, ils ne vont pas trop vous poser de questions sur les sucres. Il faut juste que vous sachiez qu'ils peuvent être O-glycosylés ou N-glycosylés. Mais sur ce premier cours, vous ne prenez pas la tête sur N-acétylglucosamine, N-acétylglucotransférase. Pour ce chapitre, ce n'est pas ce qu'on vous demande de savoir. On vous demande de savoir, par contre, qu'ils peuvent être N-glycosydés ou O-glycosydés, mais on ne vous demande pas de savoir les détails. Et donc, cette glycosylation a lieu uniquement sur les séquences consensus, donc asparagine, un autre acide aminé et sérine, ou tréonine. X, c'est n'importe quel acide aminé sauf la proline, ça c'est important à savoir. Cette modification traductionnelle permet l'étiquetage et l'adressage de molécules dans la cellule, par exemple l'adressage dans le Golgi. Ça, pareil, vous le ferez en biologie cellulaire. Elle est inhibée par la tunicamycine. Les acides aminés qui peuvent subir une N ou une O-glycosylation sont liés au sucre par une liaison covalente. Et les protéines portant des sucres sont dites glyquées. Voilà, donc maintenant, la glutamine. Formée par la fixation d'un ammoniac NH3 sur la fonction COH de la chaîne latérale de l'acide glutamique, ce qui donne une fonction amide. C'est un acide aminé polaire, chaîne latérale non ionisable et non essentiel. Il peut être méthylé. Il sert de constituant énergétique pour la cellule, comme le glucose. C'est l'acide aminé le plus abondant dans l'organisme. Il est présent à 60% sous forme libre. Les acides aminés basiques chargés positivement. Donc, on va commencer par la lysine. Donc, sa chaîne latérale porte un groupement amine primaire. C'est un acide aminé polaire à chaîne latérale ionisable et essentielle. La lysine peut être hydroxylée, méthylée et acétylée. Son hydroxylation forme l'hydroxylysine, qui représente 14% des acides aminés dans le collagène. Une fois hydroxylée, elle peut subir une deuxième modification post-traductionnelle, une O-glycosylation, comme dans les chaînes de collagène, pour stabiliser. Cette deuxième modification, elle se fait grâce à une enzyme qui est la galactosyltransférase. Donc, c'est toujours dans le nom, c'est une galactosyltransférase. C'est une enzyme qui transfère un galactose justement sur la protéine. Puis les noms sont assez transparents et ça indique leur rôle. C'est ce qui est bien en biochimie. Celle-ci ajoute un 2-glucosylgalactose sur l'hydroxylysine. La glycosylgalactoside hydroxylysine est un marqueur de la résorption osseuse présente dans les urines. La méthylation et l'acétylation sont des modifications post-traductionnelles qui ont lieu au niveau des histones et des protéines nucléaires basiques. Donc ça, tout ce qui est histone, vous le verrez en biologie moléculaire. Elles correspondent respectivement à l'ajout d'un groupement CH3 ou d'un groupement O double C2H3. Elles sont réalisées par des enzymes nommées histone méthyltransférase ou histone déacétylase. La méthylation verrouille l'expression des gènes, donc c'est la compaction de la chromatine. Elle concerne la lysine, l'acide glutamique et aspartique, l'histidine, l'arginine, l'asparagine, la glutamine et la cystéine. Et pour retenir que la méthylation, c'est ce qui verrouille l'expression des gènes, on pense souvent qu'il faut associer la méthylation à des menottes. Donc quand il y a méthylation, du coup, c'est comme si on mettait des menottes
Du coup, on verrouille l'expression des gènes et il ne peut pas y avoir de transcription. Donc, c'est ce qui donne, l'hétérochromatine, mais je ne sais pas si vous l'avez fait encore. Donc, un acide aminé peut être mono, bi ou triméthylé. Il y a alors un enzyme spécifique pour chacune de ces modifications. L'enzyme peut également être différent pour les différentes positions de la lysine dans la chaîne peptidique. L'acétylation, donc elle, c'est à l'inverse de la méthylation. On a dit la méthylation, ça verrouille l'expression des gènes, donc c'est les menottes. L'acétylation, elle déverrouille, elle permet l'expression des gènes, elle décompacte la chromatine, elle permet à la transcription de se faire. Elle concerne la lysine et n'importe quel acide aminé situé en N-terme. Parce que oui, les protéines sont notées de N-terme. Enfin, lorsqu'on est dans la transcription, on va dire de 5' en 3'. Et lorsqu'on sera au niveau de la protéine, on va parler de N-terme. Parce que N-terminal, pourquoi? Parce qu'on est au niveau de l'amine, on est au niveau de NH2 et C-terme. Donc là, on est au niveau du COOH. Donc n'importe quel acide aminé en N-terme. L'ADN est ainsi accessible. L'acétylation permet la stabilisation de la protéine. Donc, du coup, l'acétylation, elle permet de déverrouiller l'expression des gènes. Donc, la désacétylation, elle verrouille l'expression des gènes. Pareil, la méthylation, elle verrouille l'expression des gènes. Donc, la déméthylation, elle déverrouille l'expression des gènes. L'arginine. La chaîne latérale porte un groupement guanidyl, donc c'est HN double liaison CNH2. L'arginine peut être méthylée et phosphorylée. Cependant, la phosphorylation de l'arginine se fait sur l'acide aminé seul. Donc, ce n'est pas une modification post-traductionnelle, enfin, à proprement parler en tout cas. Dans ce cas, l'arginine phosphate constitue un réservoir d'énergie. Cet acide aminé est polaire et il est le plus hydrophile de tous les acides aminés. Sur sa chaîne latérale, seul le doublé de l'azote est libre et peut fixer un proton. Comme l'asparagine, l'arginine est impliquée dans le métabolisme de l'urée. L'urée, c'est ce qui constitue l'urine. Donc, notamment le transport de l'ammoniac. L'histidine, donc sa chaîne latérale possède un cycle imidazole. Donc, vous voyez à gauche sur le schéma. Cet acide aminé est un acide aminé polaire. Il peut être méthylé. Alors là, vous avez un petit récap des modifications. Normalement, j'en ai un autre que je vous enverrai. Donc, vous avez donc les différentes modifications, c'est la sulfatation, la phosphorylation, glycosylation, carboxylation, hydroxylation, méthylation, acétylation et N-glycosylation. Donc, la N-glycosylation, on précise qu'elle est traductionnelle. Les autres sont post-traductionnelles. Et donc, à chaque fois, vous avez quels sont les acides aminés concernés. Mais normalement, j'ai un autre tableau pour vous. Enfin, sinon, de toute façon, je vous envoie le cours juste après. Donc, au pire, vous l'aurez. Maintenant, les 2 acides aminés rares. En tout cas, ceux duquel on parle, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres acides aminés. Enfin, il y a pas plein, mais il y a d'autres acides aminés qui sont également rares. Donc, la sélénocystéine, c'est un acide aminé dérivé de la sérine qui possède des propriétés antioxydantes. Il est indispensable à l'activité de la glutathion peroxydase. C'est une sélénoprotéine, donc qui possède une sélénocystéine dans son site actif. À travers l'action de cette enzyme, la sélénocystéine a un pouvoir antioxydant. Donc, on le verra encore dans le cours des peptides, qui est le cours suivant. L'organisme ne possède pas de pool de sélénocystéine, car le sélénium est instable, du coup, il est dégradé. Au cours du vieillissement, il y a de moins en moins de sélénocystéine. C'est ce qui entraîne un excès d'oxydation et un manque de réduction. Donc, ça peut créer des déséquilibres au sein de l'organisme. Donc, la pyrrolysine. Cet acide aminé n'est présent que chez les archéobactéries, pas chez les mammifères. Il est présent dans les bactéries méthanogènes, donc productrices de méthane. Il dérive de la lysine. Ces bactéries, elles sont dites extrémophiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent survivre sans dioxygène, car elles produisent du méthane aux propriétés de la pyrrolysine. Donc, il a été prouvé grâce à la pyrrolysine que les bactéries peuvent survivre sur Mars. Là, les propriétés acido-basiques des acides aminés. Donc, ionisation et dissociation des acides aminés. Le groupement COOH se comporte comme un acide faible. Donc, il va libérer son proton. Du coup, il va pouvoir libérer son proton. Et le groupement NH2 comme une base faible. Donc, il va pouvoir capter un proton, lui. Donc, nous employons les termes d'ion amphotère ou d'ion dipolaire parce qu'il est à la fois, il a une base, il est à la fois.
l'acide aminé, il est à la fois basique par son groupement amine et acide par son groupement COOH. Lorsque la somme des charges de l'acide aminé est nulle, on l'appelle zwitterion. Là, ça veut dire que sa charge est nulle. Donc, on est au pHi de l'acide aminé, qui se calcule par rapport au pKa et au pKb. On va le voir juste après. Donc, on peut ainsi suivre l'état d'ionisation d'un acide aminé en fonction du pH. Donc, ça fera l'objet de questions, d'exercices sur ce chapitre. Donc, on pourra le voir en QCM. Ensuite, on a les courbes de titration des acides aminés à chaîne latérale non ionisable. Donc, la titration est réalisée en ajoutant ou en éliminant graduellement les protons. La courbe de titration est biphasique. Hop, donc là, vous voyez, à gauche, on a la forme cationique, donc parce qu'on a juste un plus qui est du NH3, donc on est en plus 1. Parce que vous verrez que, par exemple, pour les diacides aminés, on va être en plus 1, plus 2, donc c'est pour ça que je dis plus 1. Là, il n'y en a qu'un seul, donc en l'occurrence, on pourrait juste dire plus. Mais il y a des acides aminés où parfois vous devrez faire des chaînes peptidiques carrément. Vous devrez compter pour des chaînes peptidiques leur charge. Donc ça ira jusqu'à plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 en exercice. Généralement, ça ne va pas au-delà, parce qu'après, ça devient quand même long. Donc là, vous avez un plus 1. Au milieu, la charge est nulle. Donc on a la forme zwitterionique, donc, qui correspond au pHi de l'acide aminé. Et à droite, on a la forme anionique. Voilà. Donc là. Donc les zones rondes, c'est les points d'équivalence, sur ce schéma. Donc c'est les zones où on retrouve 100% d'une seule forme. Donc à la base, si on est au pH le plus bas, on a 100% de forme cationique. Ensuite, au niveau du pHi, on a 100% de zwitterion. Et au pH le plus élevé, on a 100% de forme anionique. L'étoile, donc c'est ce qui représente le pHi. Donc on est complètement en forme zwitterionique. Les zones, justement, tout à l'heure, on parlait des tampons, mais tu n'étais pas là, Fiona. Les tampons, donc c'est une solution qui est capable, lorsqu'il y a une agression acide ou basique, qui reste quand même modérée. Si on en met beaucoup, il n'y a aucune solution de tampon qui résiste. Mais si on a une agression acide ou basique modérée, on a une très faible variation de pH. Donc là, on le voit au niveau des zones grisées. Au début, quand on commence à rajouter de l'acide, en fait, il y a très, très peu de variation. Le pH, il ne varie pas beaucoup. On a une courbe qui est presque horizontale. Donc, les croix, elles correspondent du coup au point de demi-équivalence. Donc, c'est là où on retrouve un mélange équimolaire. Donc, on a 50% de la forme qu'on avait juste avant et 50% de la nouvelle forme. Donc, chaque acide aminé possède un pKa différent pour ses groupements acide carboxylique et amine, mais il faut simplement retenir les valeurs approximatives. Donc, on sait que pour COH, CO-, le pK, c'est à peu près 2. Pour NH2, NH3+, c'est à peu près 9. Et pour le pHi, du coup, il est à peu près de 5. Parce qu'on fait la moyenne du pKa1 et du pKa2 et on divise, du coup, on fait la moyenne, donc il faut ça. On divise par 2 après. Après, vous aurez toujours, quand c'est des exercices de peptides, vous aurez le tableau avec le pKa1, le pKa2 et vous devrez retrouver justement en écrivant un schéma, vous devrez retrouver sous quelle forme se trouve du coup l'acide aminé à un pH donné. On pourra le voir plus tard. Donc voilà. Donc maintenant, les courbes de titration des acides aminés à chaîne latérale ionisable. Donc il y en a 7 qui se retiennent très bien, comme vous pouvez voir, ça fait Dershki. Donc vous avez juste à retenir Dershki. Donc préalablement à ça, évidemment, il faudra connaître les lettres qui correspondent aux acides aminés. Donc, on va le faire dès qu'on aura fini de voir le cours dans son ensemble. Mais bon, c'est juste Dershki à retenir. Franchement, ça se retient facilement. Et comme ça, vous connaîtrez tous les acides aminés à chaîne latérale ionisable. C'est du coup exactement le même principe que pour la courbe de titration qu'on vient de voir, sauf qu'en plus, il faudra tenir compte de l'ionisation de la chaîne latérale, ce qui va un peu modifier les choses. Donc, on aura 3 étapes d'ionisation, parce qu'on aura un pKa1 et un pKa2 du fait que c'est un acide aminé, donc il a le NH2 et le COH, mais il y aura aussi le pKa de la chaîne latérale, qu'on note pKr. Et dans ce cas-là,
pour calculer le PHI, on ne fait plus la moyenne du pKa1 et du pKa2. Il faut prendre en compte le pKr. Donc, il faut utiliser la même formule, à savoir donc, PHI égale pK plus pK sur 2. Mais vu qu'on a 3 pKa différents, on va devoir en choisir 2. Donc, et on choisit les 2 qui encadrent la forme zwitterionique. Donc, ici, la forme zwitterionique, du coup, attends, je vais vous expliquer plutôt comme ça. Donc, l'acide glutamique, par exemple, elle est sous forme zwitterionique entre son pKa1 et son pKr. Donc, on va prendre le pK1 et le pKr pour faire la moyenne. Mais par contre, la lysine, elle, sa forme zwitterionique, elle est entre le pK2 et le pKr. Donc, on va prendre le pK2 et le pKr pour faire la moyenne. Donc, quand on est face à un acide, on prend pK1 et pKr. Et quand on est face à une base, on prend pK2 et pKr. Donc, ça, vous pouvez savoir, soit vous faites un espèce de... Vous faites l'état d'ionisation en schéma, là, comme on le voit, pour savoir où est l'état zwitterionique. Soit vous savez que c'est acide, parce que des acides, il y en a deux de toute façon, et ils s'appellent acides dans leur nom. Donc acide glutamique et acide asparatique. Comme ça, vous savez déjà qu'il faut prendre pK1, pKr. Des basiques, il y en a 3. Donc après, ça dépend donc, si vous avez retenu si c'est un acide ou une base, ou si juste... ou sinon, vous pouvez le retrouver en faisant justement ce petit schéma. Mais ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes généralement. Notez que les groupements des chaînes latérales de la tyrosine et de la cystéine, respectivement OH et SH, se comportent comme des acides faibles et cèdent leurs protons à un milieu basique. Donc, en milieu basique, donc, lorsque pH supérieur au pKr. Les autres propriétés des acides aminés, donc la polarité et l'hydrophilie. Donc, le caractère hydrophobe ou hydrophile des acides aminés repose sur la possibilité pour leurs atomes d'échanger des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. On attribue un indice d'hydrophobie et un indice d'hydrophilie à chaque acide aminé. L'indice de polarité d'un acide aminé correspond à la différence d'énergie libre lors du passage d'un solvant apolaire à un solvant polaire. Les acides aminés les plus polaires sont R, K et H, donc la lysine, l'arginine et l'histidine. Donc les acides aminés polaires sont hydrophiles et les acides aminés apolaires sont hydrophobes. Activité optique et absorbance. Donc la glycine, c'est le seul acide aminé qui n'a pas de carbone asymétrique. Très important à retenir, parce que ça tombe en QCM. Donc glycine, seul acide aminé qui n'en a pas. Par contre, ça ne veut pas dire, après, ils en ont tous, mais ils n'en ont pas tous forcément qu'un seul. Il y en a qui en ont deux, en l'occurrence. Mais en tout cas, que la glycine est le seul acide aminé à ne pas avoir de carbone asymétrique, ça, vous devez le savoir par cœur. C'est-à-dire quand il y a ce QCM, vous ne pouvez pas perdre de temps. Il y aura des QCM où vous aurez besoin de plus de temps, donc ça, vous devez le savoir. Elle ne possède pas d'activité optique. L'isoleucine et la thréonine, eux, ils possèdent deux carbones asymétriques. Donc, c'est bien aussi si vous le retenez. Sinon, il faut avoir une bonne visualisation mentale de ces acides aminés pour savoir qu'ils en ont deux. La présence du carbone asymétrique permet l'existence de deux énantiomères pour chaque acide aminé, sauf la glycine, du coup, qu'elle n'a pas de carbone asymétrique. Les deux énantiomères sont de série D ou L. Est-ce que je pense que les séries D ou L, vous n'avez pas forcément fait. Donc, D ou L, ça veut juste dire que le carbone qui est le plus près du COH, enfin, je vous le montrerai quand j'aurai un acide aminé, parce que. Alors, attendez, je vais faire un petit schéma. Crayon, hop. OK. Donc, là, vous avez COOH. Si vous avez NH2, en gros, série D ou L, c'est que là, normalement, vous avez des HOH. Je vous simplifie un peu le truc, mais dans l'idée, c'est ça. HOH. Ouais, on va dire qu'il y a 3 carbones. Donc là, c'est le carbone le plus près de COH. Si sur ce carbone, le groupe 1 OH est à droite, on est en série D. Si j'avais mis le groupement à gauche, on serait en série L. Voilà, c'est tout. Mais on le reverra ça quand on fera les sucres, les glucides. Hop. Mais c'est juste que comme ça, vous aurez la réponse si vous posez la question. OK.
Et du coup, les acides aminés naturels sont surtout de série L. Les cycles aromatiques des acides aminés, ils absorbent la lumière. Cette propriété est utilisée dans le dosage des protéines en solution aqueuse grâce à la loi de Berlambert. Donc ça, vous l'avez fait au lycée normalement, donc il n'y a rien qui change. Donc, il faut retenir les absorbances. Le tryptophane 280 nanomètres, tyrosine 275 nanomètres et phénylalanine 257 nanomètres. Réaction à la ninhydrine en excès. La ninhydrine réagit par réduction, ce qui libère un ammoniac et un dioxyde de carbone, avec les fonctions amines primaires des acides aminés, ce qui donne une coloration en pourpre de rayonnement, donc c'est du violet, qui est détectable dans le visible à 570 nanomètres. La proline possède une amine secondaire, donc elle ne réagit que partiellement avec la ninhydrine, et il donne juste un précipité jaune ou orangé. Donc, pour les propriétés biologiques, les réactions de transamination-désamination sur les acides aminés consistent en l'échange du groupement NH3+, par un mécanisme ping-pong, qu'on reverra en métabolisme, donc ce sera le dernier cours qu'on fera. Ces réactions permettent d'éliminer l'ammoniac toxique. La transamination est une réaction réversible, comme la désamination. Elle est réalisée par une transaminase en présence de phosphate de pyridoxal, comme coenzyme, qui devient alors le phosphate de pyridoxamine. Il n'y a pas de désamination sans transamination. Donc, je vous dis ça en référant au métabolisme. Donc ça, si vous ne le retenez pas de suite, ce n'est pas très grave. La réaction de décarboxylation, à l'inverse, elle est irréversible. L'acide aminé peut alors participer à la formation de sucre ou de cœur cétonique. Donc ça, pareil, cette partie, c'est pour information, propriété biologique. Mais si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave, on va le revoir. Certains acides aminés, glycine et glutamine, possèdent une activité biologique propre sous forme libre. Certains servent de substrat énergétique. De nombreux acides aminés sont les précurseurs de molécules indispensables. Des intermédiaires métaboliques, la créatine, la citrulline, l'ornithine ou des hormones, la catécholamine, le GABA, l'hormone thyroïdienne, des nucléotides puriques ou pyrimidiques, ça c'est aussi en biologie moléculaire que vous ferez, et des coenzymes comme la nicotinamide, adénine, dinucléotide. Ils ont un peu des noms longs, mais vous inquiétez pas, après, c'est pas très compliqué à retenir. Maintenant, pour les intermédiaires métaboliques. Donc, les acides aminés sont précurseurs de 300 intermédiaires du métabolisme. La cystéine, elle s'oxyde en acide cystéique, toxique pour les muscles, qui est donc immédiatement décarboxylée pour former la taurine. Et la taurine, elle aide à la digestion. Elle est présente dans les selles biliaires et donne l'acide taurocolique qui va émulsifier les lipides. Elle participe aussi à la récupération musculaire. Donc là, vous voyez le métabolisme de la cystéine. Elle est aussi, donc les acides aminés sont également des précurseurs, parce que l'acide aminé glutamique, c'est le précurseur du GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique. C'est le principal inhibiteur du système nerveux central. Il permet l'ouverture des canaux de chlore. La réponse au GABA elle est modulée par d'autres molécules, comme le benzodiazépine, les barbituriques, l'alcool. Ce sont des agonistes du GABA. Ça, c'est assez intéressant. Pour l'épilepsie, pour l'épilepsie, donc le GABA joue un rôle dans la baisse du stress et de l'anxiété. Il est dégradé par la GABA transaminase. Un surplus de cette enzyme induit un déficit en GABA, entraînant une épilepsie. Et l'acide valproïque, inhibiteur de la GABA transaminase, est un antiépileptique. Donc l'histidine, c'est le précurseur de l'histamine par décarboxylation. Donc l'histamine, c'est une amine hydrophile vasoactive. Elle est impliquée dans les mécanismes allergiques, anaphylactiques, urticaires et inflammatoires. Par exemple, il y a beaucoup d'histidine dans le fromage, ce qui peut induire une suractivité de la L-histidine décarboxylase et ainsi un surplus d'histamine. La phénylalanine et la tyrosine sont à l'origine des hormones thyroïdiennes T3 et T4, des catécholamines et de la mélanine. La phénylalanine est hydroxylée en tyrosine qui s'hydroxyle en DOPA et ce DOPA va ensuite subir des transformations pour former la mélanine et les catécholamines. Et ça, c'est, je ne vous ai pas précisé, c'est que l'histidine, il faut savoir que c'est le précurseur de l'histamine, que ça part des mécanismes auxquels ça participe évidemment. Pareil pour la phénylalanine et la tyrosine, et pareil pour le GABA. Ça, c'est des questions qui tombent aussi.
Donc ça, je vous laisserai le lire pour votre curiosité. Voilà. Technique d'analyse des acides aminés maintenant. Donc on peut les séparer par électrophorèse. Donc les acides aminés, ils migrent vers l'électrode de charge opposée. L'électrophorèse se déroule à pH fixe et la charge de l'acide aminé dépend de son pHi. Si le pH est supérieur au pHi, on a un acide aminé négatif, donc il va migrer vers l'électrode plus, qui est l'anode. Anode parce qu'elle attire les ions. Si le pH est égal au pHi, on a un acide aminé neutre, donc il n'y a pas de migration. Si le pH est inférieur au pHi, l'acide aminé est positif, donc migration vers l'électrode négative qui est la cathode. On peut aussi les séparer par chromatographie sur couche mince. Donc les acides aminés sont séparés selon leur taille et leur polarité. La phase stationnaire est une feuille de cellulose. Le solvant est un mélange de butanol, d'acide acétique et d'eau. La révélation se fait à la ninhydrine. Les acides aminés les plus apolaires migrent vers le haut, migrent le plus haut, car ils sont emportés par le solvant organique et n'adhèrent pas à la cellulose qui est polaire. Séparation par chromatographie échangeuse d'ions. Ça, c'est important à comprendre. Parce que vous aurez des exercices pour chromatographie sur couche mince aussi, mais ça, c'est des trucs que vous avez déjà fait. Donc, même peut-être au lycée, oui, ça, c'est sûr, vous l'avez fait. Peut-être fin de collège aussi. Nous utilisons ici une résine donc, chargée pour retenir les acides aminés. Et nous allons faire varier le pH pour décrocher et séparer progressivement les acides aminés. Donc, on va commencer à un pH. On va mettre tous les acides aminés sur donc une résine qui sera chargée. Et on va commencer par un pH. En vrai, on peut faire dans les deux sens. Soit commencer par un petit pH, soit commencer par un grand pH. Et après, graduellement, donc on va soit augmenter le pH, soit le diminuer. Et du coup, au fur et à mesure que le pH va se modifier, il y a des acides aminés qui vont partir. Il y a des acides aminés qui ne seront pas retenus par la résine. Et donc, du coup, dans les exercices, on vous demandera, par exemple, quel est le premier qui va partir, quel est le dernier qui va partir, quel est l'ordre dans lequel ils vont rester sur la résine. Voilà, ça sera des questions de ce type. Donc, les résines cationiques, elles sont chargées moins, elles retiennent les acides aminés chargés positivement. C'est assez logique, mais il faut vraiment le retenir parce que vous verrez en exercice, c'est tout. Sur un moment, vous pourrez confondre cationique et anionique. Donc, il faut bien associer. Donc, cationique, c'est chargé moins. Anionique, c'est chargé plus. On dit résine de ce qu'on veut capter. Cationique, on veut garder les cations. Anionique, on veut garder les anions. Donc, forcément, pour garder les anions, on se charge plus. Voilà. Et là, du coup, vous voyez un profil obtenu. Donc là, on voit avec le profil, donc on commence au niveau du D. Du coup, avec la variation de pH, on voit comment ils vont se détacher. Pour finir, donc séparation par HPLC, qui est rien qu'une chromatographie en phase liquide, mais à haute performance, c'est ce que veut dire HPLC. Et donc les acides aminés ils réagissent avec la phénylisothiocyanate pour former des dérivés carbamidés, qui peuvent être détectés par absorption dans l'UV à 254 nanomètres. Ils sont ensuite séparés dans une colonne sous haute pression, dans du méthanol, qui est un solvant organique, selon leur hydrophobicité. Et on peut déterminer un temps de rétention pour chaque acide aminé. Seuls les dérivés carbamidés peuvent être détectés en UV. Parce que chaque acide aminé donc, a un temps de rétention qui lui est propre, disons, caractéristique. Donc, grâce à l'HPLC, on peut savoir quels sont les acides aminés présents par leur temps de rétention. Voilà. Donc là, je vous ai fait en gros tout le cours sur les acides aminés. Maintenant, on va aller voir les acides aminés plus en détail. Mais est-ce que déjà, vous avez des questions sur ça? Non, ça va. C'est clair? Je ne suis pas allée trop vite? Un petit peu. Un petit peu? D'accord. Mais n'hésitez pas, hein, si je vais trop vite, vous me dites. Si vous avez des questions sur le moment, n'hésitez pas à me couper. Hein. D'accord, merci. Ou sinon, prenez des notes et après, à la fin, si vous ne voulez pas couper, à la fin, vous me dites à cette page, je n'avais pas compris que. Comme ça, je reviens dessus. Est-ce qu'on va avoir quand même le cours à la fin? Oui, je vais vous l'envoyer. Okay. Je vous enverrai le cours. Ah, et j'avais une question, Oui. comme ça je la pose. C'était quoi lequel l'acide aminé qui n'avait pas de carbone asymétrique? La glycine, c'est ça? C'est la glycine, parce que du coup, on va les revoir. Et je vous sortirai. j'avais écrit que, je ne sais plus si ça affectait l'activité optique, c'est possible?
Parce que optique, en fait, c'est pas ce que veut dire optique, c'est que lorsqu'on a un carbone asymétrique, justement, on peut avoir des énantiomères et des stéréisomères. Ça, vous l'avez fait au lycée normalement. Et vu que la glycine n'a pas de carbone asymétrique, elle n'a ni énantiomère, ni diastéréisomère, elle n'a rien. Et du coup, elle n'a pas d'activité optique. Ah, Pour d'accord. avoir une activité optique, il faut en fait pouvoir avoir des énantiomères ou des diastéréisomères. Du coup, la glycine n'en a pas, donc elle n'a pas d'activité optique. D'accord. Merci. Alors maintenant, voilà. Donc ça, je vais vous l'envoyer. Donc c'est les différents acides aminés. Donc vous avez leur nom, leur code à 3 lettres et leur code à une lettre. Donc très important à connaître. Donc, je vous ai dit, si vous regardez pour les codes à 3 lettres, c'est très logique. Donc c'est généralement les 3 premières lettres, sauf pour l'asparagine. Donc là, c'est ASN et pas ASP. Aspartique, cystéine, glutamique. Ouais, pareil pour glutamine, CGLN. Glycine, histidine, isoleucine. Juste isoleucine, c'est il, mais bon, de toute façon, ça ne pourrait pas être un autre, donc il ne peut pas y avoir confusion. Leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine. Donc pour le code à 3 lettres, très simple. Très simple. C'est vraiment les 3 premières lettres, sauf quelques cas, quoi. Pour le code à une lettre, par contre, là, on peut avoir des changements. Donc, c'est que, par exemple, arginine, parce que vous avez vu, donc en A, il y a quand même 4 acides aminés qui commencent par un A. Enfin, même 5 si on compte, non, plutôt 4, on ne compte pas glutamique. Du coup, et on donne le A qu'à l'alanine, on ne le donne pas aux autres. Donc, arginine, lui, il va être caractérisé par son R, l'asparagine par son N, et les acides qui sont assez simples à retenir, c'est qu'il faut savoir que les 2 acides, ils sont en D et E. Donc ça, il faut juste retenir que les 2 acides, c'est D et E. Et qu'après, c'est par ordre alphabétique. Pour savoir lequel est le D, lequel est E, le D, donc c'est avant le E dans l'alphabet. Donc aspartique, il est avant glutamique. Donc aspartique, c'est le D, et l'acide glutamique, c'est le E. Donc ça, c'est un bon moyen pour retenir lequel est lequel. Donc les acides, c'est D et E. La cystine, c'est C, aucun problème. La glutamine, c'est Q. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que l'acide glutamique, ça peut être un moyen mnémotechnique. Après, c'est à vous de voir ce qui vous aide à retenir. L'acide glutamique et la glutamine, ils sont liés. Que ce qui change, c'est juste l'ajout d'un amine. Donc, glutamique, vous avez un Q. Et le glutamine et son symbole à une lettre, c'est Q. Peut-être que ça vous aidera. Voilà, si jamais. La glycine, c'est G. Attends, je fais un message, ça ne peut pas. Histidine, c'est H. Isoleucine, c'est I. Pas de problème. Leucine, L. Lysine, c'est K. Là, il n'y a pas trop de mémotechnique pour retenir que lysine, c'est K. Après, je n'ai pas connaissance que ça pose vraiment problème. La phénylalanine, la proline est P et la phénylalanine est F. Comment retenir que la phénylalanine est F? Parce que ça fait F, c'est tout. C'est F, on peut pas imaginer un F. La sérine S, donc pas de problème. Après, avec les 3 T, on en revient au même problème que pour les A. Donc du coup, on donne à la thréonine le T. De toute façon, le plus généralement, quand on a plusieurs acides aminés qui ont la même première lettre, vous verrez que le plus simple, c'est celui qui a la lettre. L'alanine, c'est l'acide aminé le plus simple entre l'alanine, l'asparagine, l'arginine, l'asparagine et l'acide aspartique. Donc, c'est lui à qui on a donné A. Pareil, thréonine, tryptophane, tyrosine. La thréonine, c'est l'acide aminé le plus simple. Donc, c'est lui qui a pris le T. Tryptophane, c'est le W. Comme med, il n'y en a pas trop, à part un nom un peu bizarre, du coup, W. Non, il n'y a pas vraiment d'aide, il faut le retenir. Et la tyrosine, c'est Y. Bon, là, dans tyrosine, il y a un Y, du coup, en vrai, ça se retient. Et la valine, c'est B. Donc, voilà, ça, je vais vous l'envoyer. Alors, attendez. Je trouve comment vous l'envoyer. Tout le monde. Je regarderai ça juste après. Hein. On va continuer et je vous l'envoie après. Je vais demander à mon collègue comment on l'envoie. Alors,
Donc maintenant, est-ce qu'on regarde les acides aminés d'abord? Voilà. Donc là, vous avez le récap de tous les acides aminés, donc schématisés, détaillés. Donc là, comme ils sont séparés et classés, c'est la manière, selon moi, la plus simple de les retenir. Donc, en orange, vous avez les non polaires hydrophobes. C'est la plus grosse catégorie, il y en a 9. Donc, vous avez, je vais faire un peu dans un ordre logique, je vais essayer. Okay. Donc, vous avez la glycine, donc, qui est l'acide aminé le plus basique. Parce qu'il a le focus. Il a le COO- NH3 + CH, donc ça c'est le radical des acides aminés, donc c'est ce qu'ils ont tous en commun. Et après, il a juste un hydrogène. Donc plus simple que ça, tu ne peux pas. La glycine, c'est le plus simple. C'est pour ça qu'il n'a pas de carbone asymétrique d'ailleurs. Donc lui, il est très simple à retenir. Donc de toute façon, quand vous commencez à apprendre vos acides aminés, vous commencez toujours par faire H+, NH3+, C, COOH. Enfin, lui, il a un H aussi. Voilà. Et après, ce qui va changer, c'est ce qui va se trouver là. Mais déjà, ça, c'est votre structure de base tout le temps. Donc, une fois que vous savez ça, après, il faut juste retenir pour chaque nom, qu'est-ce qu'on va avoir ici. Voilà. Ensuite, on passe à l'alanine, qui est celui qui vient juste après. Lui, il n'a pas juste un H, il a un groupement méthyle. Mais bon, ça reste un acide aminé aussi très simple. Donc, la glycine et l'alanine, donc c'est vraiment les deux plus simples, très faciles à retenir. Ensuite, la valine, quand vous le mettez, parce que là, il est détaillé, mais si on le mettait en ligne, pour le retenir, vous verrez, alors, plus NH3, H3N, je vais mettre mon plus. CH, COOH, et là, il est en CH3, CH3. C'est pour ça qu'on l'appelle, on dit que ça fait un bonhomme en fait. Parce que, enfin, j'aurais pu laisser le H ici. Voilà. Et du coup, ça fait un homme, donc sa tête, ses bras, ses jambes. C'est comme ça qu'on retient la valine. On dit que ça fait un petit bonhomme. Donc, si ça peut vous aider. Donc, c'est très facile. Donc, voilà, vous faites votre structure de base, là, comme toujours. Et ensuite, il a juste un isopropyl. Donc, oui, tu n'étais pas là, Fiona, quand j'expliquais les isopropyls. C'est qu'un propyle, c'est 3 carbones, parce qu'on a le prop dans le propane, on retrouve dans le propane. Donc, c'est ça en formule topologique. Sauf qu'il a perdu un hydrogène. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle propyle. C'est de là que vient le il. Et du coup, cet hydrogène, il l'a perdu pour pouvoir aller se lier à un autre carbone, en fait. C'est pouvoir faire cette liaison qu'il a lâché un hydrogène. Donc, on dit que la valine, sa chaîne latérale, c'est un isopropyl. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, du coup, on dit que la valine, c'est un petit bonhomme. Alors, la leucine, et du coup, c'est bien que la leucine soit juste après la valine, parce que si vous regardez bien, je ne vais pas tous vous les dessiner, mais c'est pareil que la valine, il a juste un carbone en plus, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez, si on enlevait ce carbone, et ben en fait, on aurait une valine. Donc on dit que c'est juste un grand bonhomme. C'est parce qu'il a un carbone en plus. Voilà, manière de le retenir. L'isoleucine. Alors lui, pour le retenir, le mnémotisme, c'est que, en fait, comme le nom l'indique, il a quelque chose en commun avec la leucine, lui qui s'appelle l'isoleucine, et tout ce qu'il a en plus de la leucine, c'est ce petit carbone en fait. S'il n'y avait pas ce petit carbone, ce serait une leucine classique. Donc il a juste l'ajout de ce petit carbone. Donc l'important pour retenir les acides aminés, c'est de faire du lien en fait. Il faut vraiment faire du lien entre plusieurs acides aminés. Donc la glycine, c'est le plus simple. L'alanine, c'est juste celui qui vient juste après, donc il y a juste une méthyle. La valine, c'est le bonhomme. La leucine, c'est le grand bonhomme. L'isoleucine, il a juste, sur une jambe, on pourrait dire qu'il a eu un rallongement de jambe. Il ne s'est pas fait amputer, mais il a un rallongement sur une jambe. Alors, la méthionine après. Donc là, la méthionine, elle est séparée des 5 précédents, par contre.
Donc, c'est-à-dire que la méthionine, il faut juste retenir qu'elle a, dans sa chaîne, ce qui est important pour la méthionine, donc déjà, c'est de savoir qu'elle a un S, parce qu'on ne vous demandera pas toujours de la dessiner et tout. Mais par contre, c'est important de savoir qu'elle a un soufre. Parce qu'il n'y a que 2 acides aminés qui ont un soufre, donc la méthionine et la cystéine. Et donc, c'est très important de savoir qu'elle a un soufre. Ce soufre, il est placé juste avant le CH3. Et on le sait parce qu'en fait, à la base, la cystéine, on la verra juste après, enfin plus tard, c'est qu'à la base, la cystéine, elle a un groupement thiol. Le groupement thiol, c'est un S et un H. Et en l'occurrence, la méthionine, elle n'a pas un groupement thiol parce que son H, il a été remplacé par un CH3. Donc, c'est un groupement thiol modifié par, à la place d'avoir un hydrogène, on a un groupement méthyle. Et après, sinon, il y a, faut juste retenir la présence des 2 carbones, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y en a 2. Sinon, c'est pas la méthionine. Donc là, ce que vous avez à retenir pour la méthionine, c'est vraiment les 2 carbones, et après, c'est le groupement thiol modifié. Mais sinon, comme indication, non, il n'y en a pas vraiment d'autres. Alors, la phénylalanine, donc ça, c'est assez simple. Donc, c'est toujours le radical des acides aminés. Après, on a un carbone et un benzène. Donc, le benzène, c'est ce noyau en forme d'hexagone qui est complètement saturé. Donc, il ne faut pas oublier de mettre évidemment les 3 doubles liaisons. Mais bon, en vrai, c'est un acide aminé pas très compliqué à retenir. Il faut juste bien retenir, faut juste bien pas oublier le carbone. Ce qui est important, c'est les carbones ici, et vous verrez aussi dans d'autres acides aminés que c'est important de compter le nombre de carbones qui sont dans la chaîne latérale. Il ne faudrait pas en oublier. Ce serait perdre des points bêtement pour après, quand on fait les structures des peptides qu'on verra demain. Alors, le tryptophane, lui, il a un noyau, donc benzène, plus un noyau pyrrole. Donc, le pyrrole, c'est ça. Le benzène, c'est ça. Et donc, du coup, ça fait un noyau imidazole. Donc, pareil, il ne faut pas oublier le carbone. Après, il faut savoir que, pour ne pas oublier déjà ce premier carbone, c'est que quand on a du coup, le radical des acides aminés, on a toujours au moins un carbone qui suit. Ben, c'est toujours le cas, en fait, parce qu'il n'y a que la glycine qui n'a pas ce carbone qui suit. C'est pour ça qu'il n'a pas de carbone asymétrique. Du coup, il y a toujours au moins un carbone. Donc, lui, vous ne pouvez pas l'oublier. Après, le deuxième, il faut s'en souvenir, mais le premier, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc, après, on a donc ce noyau imidazole. Pas oublier la présence du noyau de l'azote, là, très important. Hein. Vous ne pouvez pas juste fermer et mettre juste un pentagone grossièrement. Mais vous ne pouvez pas juste faire ça. Il ne faut vraiment pas oublier de mettre l'azote. Ensuite, la proline, donc lui, il est facile à retenir parce qu'il est particulier, il a un cycle. Il a un cycle qui comprend le NH2. Du coup, il a pas vraiment, enfin, il a le radical des acides aminés, mais pas avec un NH3+, avec un NH2+. NH2+, parce que en fait, le NH3, il est pris dans un cycle. Donc, franchement, celui-là, vous allez retenir facilement parce qu'il est particulier. Et donc, après, il faut que vous fassiez un mémotechnique avec les lettres. Je crois que j'en ai pas là. Enfin, je me souviens plus, mais j'en avais un. Si je le retrouve, je vous le dirai. Il faut que vous fassiez un mémotechnique avec les lettres pour retenir que eux, ce sont les non-polaires hydrophobes. Parce que c'est important de savoir que ce sont eux les non-polaires hydrophobes. Ça vous permet de gagner du temps plutôt que de revenir à la structure de la molécule et de vous dire est-ce qu'il est polaire, est-ce qu'il a l'air hydrophile et tout. Enfin, retenez que cette catégorie, c'est non-polaire hydrophobe et ça ira tout seul après dans les QCM. Voilà. Passons on va passer plutôt à cette catégorie, polaire hydrophile. Donc là, il y en a 6, assez simple à... 6 qui sont... Oui, ils sont bien. Donc vous avez la sérine, pour commencer. Donc la sérine, il y a ce groupement alcool. Donc je vous dis toujours le C à retenir. Donc oui, vraiment pour la sérine, ce que vous avez à retenir, c'est qu'elle a un groupement alcool au final. C'est vraiment parce que je vous dis, après le radical, vous avez forcément un C. Donc vous avez vraiment juste à retenir qu'il y a un OH. Donc au final, on se rend compte que certes, c'est une grosse structure, mais il n'y a pas tant de choses à retenir pour ne pas se tromper. Passons à la thréonine. La thréonine, c'est une sérine auquel on a rajouté un groupement méthyle en fait. Parce qu'il y a juste un CH3 en plus, comme vous pouvez constater. Alors, focus. Voilà, il y a un méthyle. Maintenant,
La cystéine, c'est ça, je vous en parlais quand on parlait de la méthionine. Donc, c'est très important parce que lui, il fait les ponts disulfure, comme je l'ai dit quand on l'a vu dans le cours. C'est que lui, il finit par un groupement thiol. Donc là, vous allez juste retenir que la cystéine, c'est celui qui est associé au groupement thiol. Donc, il a un SH à la fin qui lui permet de faire des ponts disulfure avec une autre cystéine, que ce soit qui soit dans le même brin ou dans les brins complémentaires, donc dans l'ADN. Donc voilà, pour la cystéine. Pour la tyrosine, ce que vous allez retenir, c'est que c'est une phénylalanine. Ça, on est sur une phénylalanine hydroxylée, sur laquelle on a rajouté un groupement OH. Et donc, le groupement OH, il est pile en face, dans l'alignement. Vous n'avez pas à le mettre là, pas le mettre là, pas le mettre là. Il est vraiment dans l'alignement. Voilà, donc la tyrosine, très facile à retenir. Il faut juste bien avoir la phénylalanine en tête, savoir que la tyrosine est une phénylalanine hydroxylée, et ça coule tout seul, franchement. Maintenant, pour l'asparagine. Pour l'asparagine, pareil, ça va être pareil pour la glutamine, c'est que, parce qu'on verra après les acides, là, on a du coup le C normal, et là, on a C double liaison NH2. Et vous allez en fait les retenir, ces deux-là, l'asparagine et la glutamine, vous allez les retenir grâce aux acides. Parce que l'acide aspartique, je vais vous le montrer, on va dessin. Je vais vous le montrer tout de suite. Est-ce que j'arrive à le mettre sur le même écran? Oui, il est là. Non, acide. Aspartate, qui est l'acide aspartique, hein, mais on peut l'appeler aussi aspartate. Donc, focus, là. Donc, vous voyez, on a la même structure là, là. Et là, ce qui est la différence, c'est qu'on a C double liaison NH2 et C double liaison O-. Donc, en fait, l'asparagine et l'aspartate, c'est quasiment les mêmes. La seule chose qui change, c'est que là, on a rajouté un amine, on a rajouté un NH3+, et ça a donné un NH2 ici. Donc, cela, il faut les associer dans votre tête, et c'est ce qui permet de les retenir. Acide aspartique et asparagine, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on les retient facilement, ceux-là. En les associant l'un à l'autre dans votre tête, franchement, vous allez facilement les retenir. Et en plus, là, vous avez juste un carbone, enfin, il n'y a pas de souci après. Si vous arrivez à les associer vraiment sur celui-là, il n'y a pas de confusion, pas vraiment de confusion possible. Maintenant, pour la glutamine, ça va être pareil. Vous voyez, donc là, on a CO-. Oula, c'est ce que je vais faire. On a un COO-, C double liaison O-. Là, on a C double liaison NH2. Donc, tout pareil, on peut passer de glutamate, qui est l'acide glutamique, à la glutamine, et inversement. Donc là, le seul truc qu'il ne faut pas se tromper, c'est qu'ici, c'est un double liaison C. C'est pas, pardon, j'ai dit double liaison C, non, il y a 2 C, pardon. Il y a 2 C après le radical. Comment le retenir? C'est un moyen technique comme un autre, peut-être que vous en avez trouvé un autre. C'est que le D, je vous ai dit, pour retenir acide aspartique, c'était D, acide glutamique, c'était E. On dit aspartique, c'est avant glutamique dans l'alphabet, donc aspartate, c'est D, glutamate, c'est E. Ben, moi, je continue. Moi, je dis que aspartique, il est avant, donc il est plus petit. Donc, aspartique, il a un carbone après le radical. Là, il n'en a qu'un seul. Et glutamate, vu qu'il vient après, il a 2 carbones. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ces deux-là, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est qu'il y a un C en plus. Donc voilà, moi je dis faites par ordre alphabétique. Donc celui qui vient en premier, c'est celui qui a la lettre, qui a le D, et c'est celui qui est le plus petit. Donc il a un seul carbone. Je trouve que c'est un bon moyen technique, ça permet de retenir facilement. Donc voilà, du coup on a vu en même temps les chargés acides. Donc les chargés acides, c'est facile, il n'y en a que 2, et ils s'appellent tous les 2 acides. Acide aspartique, acide glutamique. Donc chargé acide, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment, c'est dans leur nom. Donc ça, c'était les polaires hydrophiles. Donc, pareil que pour les non-polaires hydrophobes, il faut que vous trouviez avec les lettres un petit. Vous les mettez dans un ordre, peut-être que vous les mettez dans un certain ordre pour retenir que ceux-là sont polaires hydrophiles et que ceux-là sont non-polaires hydrophobes. Maintenant, pour les chargés basiques, il y en a 3. Donc, si on prend. Généralement, on les retient par RHK. Parce qu'il n'y en a que 3, après, c'est assez facile à retenir. Vous pouvez les retenir dans n'importe quel ordre en vérité. Donc là, ça se complexifie un petit peu plus, par contre, au niveau de retenir. C'est que, donc on va utiliser le même. Non, ça marchait même pas, c'est ça. C'est que là, comme vous pouvez le constater, je vais mettre le focus, c'est qu'en vrai, la lysine est très basique. Ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est qu'elle a 4. Là, il y en a bien 4, des carbones. Et il faut en oublier aucun.
pour pas les oublier, enfin, il y a différentes techniques qui sont. Faut voir comment vous le gérez. Enfin, une des techniques que moi, quand je les ai appris au début, j'avais, c'est juste de me dire, je sais pas, NH3, bah, tu as un N, tu as 3 H, du coup, ça fait 4, et du coup, il y a 4 carbones. Enfin, il n'y a pas forcément de logique, parce que ça marche pour celui-là, mais ça marche pas pour d'autres. Mais pour la lysine, moi, ça marchait. J'arrivais à me dire que je pensais, pour savoir le nombre de carbones, je me rappelais du NH3, et du coup, ça m'aidait. Du coup, je savais qu'il y avait 4 carbones. Parce qu'il est important de ne pas oublier ces 4 carbones, parce qu'après, en fait, en soi, il n'y a rien. Enfin, la lysine, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a juste le NH3 plus au bout. Il ne faut juste pas oublier les 4 carbones là. L'arginine, un petit peu plus complexe. Parce que là, comme vous voyez, donc, il y a 3 carbones, suivi d'un groupement amine, suivi d'un groupement amide, avec un amine. Alors là, pour retenir. Alors, attends, il faut que je vérifie, pas vous dire de bêtises. Parce que j'avais... je ne vais pas vous dire de bêtises, non, vous voyez, ça ne marchait pas, mais j'avais une idée. Mais du coup, pour retenir, là, en vrai, c'est d'être un petit peu du par cœur. Je ne vais pas vous mentir, pas vraiment, peut-être que vous en voyez un, mais moi, j'en aurais pas vraiment à vous donner là. Mais après, si vous arrivez à faire les mémotechniques pour allez, 17 autres, enfin, en retenir un par cœur, vous devrez vous en sortir. Mais oui, pour l'arginine, là, pour le coup, je n'ai pas vraiment de mémotechnique. Il faut bien retenir, il ne faut pas oublier les 3 C. Il ne faut pas oublier qu'avant ce groupement amide-amine, il y a un amine déjà. C'est très important de ne pas l'oublier, lui. Et après, là, j'avoue que je n'ai pas trop de mémotechnique pour vous aider sur celui-là. Par l'apprendre par cœur. Alors, l'histidine. Arrivons à l'histidine, donc petit dernier. Donc, il a sa structure, donc le radical, la structure donc, de base. Le carbone, comme toujours, il y en a au moins un. Et après, il a juste un noyau pyrrole. Sauf que tout à l'heure, quand on faisait la proline, il y avait un seul NH, et là, il y en a 2. Il faut juste faire attention à ça. Il y en a 2, et après, comme pour tous les cycles, il ne faut pas oublier que ce sont des cycles qui sont saturés au max. Donc, n'oubliez pas les doubles liaisons. Là, on n'oublie pas les doubles liaisons. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 NH, contrairement à la proline, que je vous remontre. Proline. Là, juste là. La proline, elle avait juste le NH de la base des acides aminés. Quoi. Et pareil pour le tryptophane, il y avait un seul NH aussi. Il y avait un seul NH. Il ne fallait pas oublier que pour l'histidine, il y en a 2. C'est vraiment ça que vous avez majoritairement à retenir. Mais après, sinon que l'histidine et la proline, il y a un cycle qui ont un cycle pyrrole. Ça va, je pense que vous allez plutôt, ça va pas trop être une difficulté. C'est vraiment pas oublier les NH, pas oublier que là il y en a 2, pas oublier que là il y en a qu'un. Après pour la proline c'est simple parce qu'en fait c'est celui du NH3+, donc vous allez pas en rajouter d'autres généralement. Après sinon pour le reste je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pensez que ça va vous aider les mémotechniques là? Oui. Okay. Je pense que certains... Oui. Après, c'est à vous de. Enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est des flashcards. Vous voyez ce que c'est. Donc, vous prenez, vous coupez même, pas forcément du Bristol. Vous prenez des feuilles chez vous. Après, il faut qu'elles soient un petit peu, pas forcément des feuilles A4, ça va peut-être être un peu fin. Vous écrivez, d'un côté, vous dessinez la molécule. De l'autre côté, vous écrivez son nom. Et après, un jour, par exemple, vous regardez juste les dessins et vous essayez de retrouver leur nom. Et le lendemain, par exemple, vous faites l'inverse. Vous regardez les noms, vous prenez un tableau ou une feuille de papier et vous les redessinez. D'accord. Voilà. Et vous faites ça plusieurs fois, et au bout d'un moment, ça va retenir. Vous allez les retenir. Sinon, il y a une application. Alors, attendez, il faudrait que je la retrouve. Je vais vous la retrouver. Qui s'appelle... Alors, normalement, ça ne devrait pas couper. Non, c'est bon, ça va couper. Je vais vous retrouver cette application. Aminocraft, voilà. Aminocraft. Aminocraft. Oui, je vais vous... Est-ce qu'elle peut se retrouver sur Apple Store? Oui, donc ça s'appelle Aminocraft. Et là, vous aurez pour la nomenclature, la construction,
ça peut vous aider. Et vous avez des quiz. Donc, AminoCraft, je sais qu'il en existe d'autres, mais AminoCraft est vraiment bien. Vous pouvez vous entraîner sur cette application. D'accord, merci. Merci. Voilà. Donc oui, je vous conseille clairement AminoCraft et Flashcard pour les apprendre. Il y a pas, après, il faut vraiment les apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et après, quand vous connaissez ça, pour ce chapitre, les QCM, une fois que vous savez ça, franchement, c'est assez simple. Alors maintenant, on va voir. Donc, les acides aminés essentiels. Donc, il y en a 10. Ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, d'où l'importance d'avoir une alimentation variée et riche. Et donc là, vous avez le mémotechnique. Mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent, qui correspond au code à 3 chiffres, à 3 lettres, pardon, des acides aminés. Donc là, vous avez toute la liste. Je vais vous l'envoyer. Donc ça, c'est vraiment un très bon mémotechnique. Et il faut juste savoir que l'histidine et l'arginine, c'est que pour les enfants. Donc quand on vous demande pour les adultes, il n'y a que 8 acides aminés essentiels. Les 2 autres sont uniquement pour les enfants. Et après, là, vous avez un deuxième mémotechnique en rouge. Ça, c'est pour les codes à une lettre. Voilà, mais ça, pareil, vous mettez-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent, très facile à retenir. Il faut juste qu'avant ça, vous ayez évidemment appris les codes à 3 lettres. Et sinon, après ça, franchement, ça se retient facilement. J'ai une question. Oui. Ces 10 acides aminés, donc il y en a 8 pour les adultes et les 10, c'est pour les enfants ou seulement les Oui. 2? Les 10 sont pour les enfants, ils en ont 10. Ils en ont 2 en plus. Voilà. Alors, et qu'est-ce que je voulais montrer encore? Ah, voilà. Et celui-là. Voilà. Donc, ça, vous le reverrez aussi donc, en biologie moléculaire. Donc, c'est les modifications que peuvent subir les acides aminés. Pardon. Donc, là, vous voyez que la proline, c'est hydroxylation. Donc, on en a déjà parlé dans le cours, mais ça, c'est vraiment un tableau récapitulatif. Donc, la lysine, c'est hydroxylation, acétylation, sumoylation. Mais après ça, la sumoylation, enfin, il faut juste le savoir, mais vous n'avez pas à savoir ce que c'est, en fait. Et même la question je pense, quasiment jamais tombé, je pense, vraiment. La lysine, c'est aussi ubiquitinylation, ça vous le réveillerez en biologie cellulaire, donc très important à savoir. Il y a aussi la biotinylation, la méthylation. Donc, vous avez pour chaque acide aminé, c'est important à savoir parce qu'il y a des QCM qui tombent sur ça. Donc, juste pour savoir, il faut savoir que la lysine, comme vous pouvez le voir, elle est très active. C'est très réactive, c'est celle qui a le plus de modifications. C'est ça, et après, oui, donc il faut le savoir parce que ça tombe en QCM. Vous reverrez certains, même beaucoup de ces modifications, vous les reverrez en biologie cellulaire, puisqu'il y en a beaucoup qui participent au fonctionnement de l'organisme vivant, en fait. Donc voilà, je vais vous l'envoyer. Et après, oui, ça pareil, il faut un peu apprendre par cœur. C'est un peu bête et méchant, mais c'est pas très compliqué. C'est pas non plus très très long, mais il faut le savoir, quoi. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de vous envoyer tous les documents, parce que je trouve. Alors, bon. Apparemment, il y a un souci parce que je ne peux pas vous les envoyer. Du coup, je vais récupérer vos mails. Si vous pouvez m'envoyer vos mails dans le chat et je vous les enverrai directement par mail. Parce que je n'arrive pas à vous les envoyer par la réunion. D'accord. Ah, et aussi, vu que tu n'étais pas là au début du cours, donc ce que je disais, c'était
que, en fait, en biochimie, du coup, là, vous voyez, aujourd'hui, c'était les acides aminés. Il faut que vous les appreniez. Enfin, du coup, il faut que vous passiez un petit temps dessus. Donc, moi, ce que je proposais, c'est qu'on fasse 2 heures et demie, mais qu'on les fasse séparés. Donc, par exemple, là, on a fait 1 heure et demie. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que, par exemple, je sais que vous avez cours cet après-midi, on fasse 1 heure. Donc là, je vous laisse le temps tout seul chez vous de regarder les acides aminés, leur structure, d'apprendre un peu, de commencer à apprendre. Et par exemple, et là, on referait 1 heure de 17h à 18h, donc après vos cours de cet après-midi, où là, je vous montrerai des QCM, on fera des QCM ensemble. Est-ce que ça va pour toi? Fiona? Je pensais qu'on écoutait, mais mes écouteurs, on n'écoute pas. Ce que je voulais savoir, donc, c'est qu'après 16h30, c'est ça, on reprend les cours? Voilà, du coup, je vous laisse, enfin, vous avez cours jusqu'à 16h30, je vous laisse 30 minutes, et de Ouais. 17h à 18h, mais là, on ferait que des QCM. Donc, j'aborde le cours avec vous, là, 1h30 le matin. Je vous Oui. laisse le temps de reprendre le cours tout seul, tranquillement, d'apprendre, de commencer à apprendre, là, par exemple, les acides aminés aujourd'hui. Et de 17h à 18h, on regarde des QCM ensemble. D'accord. Ok. Donc là, si c'est bon pour Euh, vous, on fait ça. Enfin, j'ai déjà d'accord. eu Et la ça réponse. serait donc tous les jours où on a cours avec vous? Bah, c'est le mieux pour la biochimie, oui, c'est le mieux. Parce que là, le truc, c'est si on enchaîne les QCM, enfin, ça va être Mais on trop ne saura rapide. pas, oui. Moi, Ça va être trop rapide, du coup, enfin, je pense que ça ne servirait pas trop à quelque chose. Pour la biophysique, ça sera différent parce que la biophysique. Ah oui, du coup, il faut que je te parle de la biophysique aussi. Parce que ce que j'expliquais c'est Mazri, ton prénom? C'est Massiles. Massiles, pardon. Donc, Oui. ce que j'expliquais à Massiles, c'était que la biophysique, en fait, c'est une toute petite partie. C'est vraiment très court comme matière dans un lieu, qui est souvent associée à la physiologie parce que ça se complète. Et qu'en d'accord. fait, 20 heures de biophysique, c'est un peu disproportionné par rapport à la biochimie. Donc, ce que je vous proposais, c'est de faire 10 heures de biophysique, parce que vous allez voir qu'en fait, on va faire une séance de cours et après, on va faire beaucoup de QCM parce que c'est beaucoup du QCM et de rajouter les 10 heures qu'on aurait retirées à la biophysique, à la biochimie, parce qu'à la biochimie, c'est beaucoup plus important, et que 20 heures, ça fera un peu juste pour pas que j'aille. Parce que là, aujourd'hui, c'est un acide aminé, donc c'est un cours assez simple, mais il y a des cours qui vont être beaucoup plus compliqués, et du coup, 20 heures, ça va être un peu limite niveau temps. Et donc, le fait de réduire. En fait, on réduit la biophysique parce qu'il n'y en a pas beaucoup en première année de médecine. Voilà. C'est que la biophysique, ça va avec la physiologie, et pour le coup, la biophysique, vous allez voir, je vais vous faire les cours, et c'est pas. En 2 heures et demie, on aura vu. En fait, il y a 2 modules en biophysique. C'est la Mhm. biophysique de la circulation et la biophysique des transports. Et qu'en 2 heures et demie, on aura fait tout un module. Et comme ça, on aura 2 heures et demie d'exercice à chaque fois. Donc, on fera un module en 2 heures et demie, le cours, plus 2 heures et demie d'exercice, donc le jour suivant. Et on fera pareil la semaine après. Mais du coup, il n'y a pas non plus énormément de contenu niveau cours. D'accord, ok. Et après, je vous enverrai des QCM en plus, comme ça, si après vous voulez faire de la biophysique en plus, vous aurez des QCM, je vous aurai de quoi faire de la biophysique en plus. Mais faire 20 heures de cours alors que vous faites que 20 heures de biochimie, ça me paraît disproportionnel. Bon, bah, moi, ça me va en tout cas. D'accord, bah, c'était bon pour ma silesse aussi. Du coup, je crois que j'ai tout dit, biophysique, biochimie. J'avais rien dit d'autre. Donc, Tu vas si aller c'est nous bon, envoyer tout ça par, ah par oui, mail? je récupère vos mails tout de suite. Ok. Alors, Sinon, ce qu'on hop. pourrait faire aussi, même, pour pas accumuler les mails, c'est faire un drive peut-être, enfin, une page enfin, un dossier drive biochimie. Oui, ben, je vais le faire. Alors, je vais noter vos mails. Comme ça, Ouais, je vous rajouterai dessus. Je vais ok. tout mettre sur un drive. Alors, coller. Oups. Et je récupère juste vos mails pour pouvoir le faire. Hop, copier. Ok, c'est bon, j'ai vos mails. Du coup, je vais créer le drive là tout de suite. Et comme ça, vous aurez accès au cours. Et donc, ben là, si c'est bon pour vous, ben, on se retrouve cet après-midi à 17h. Si là, entre-temps, vous avez des questions quand vous revoyez le cours, n'hésitez pas à prendre des notes et vous me les poserez tout à l'heure.
Et voilà. Et si jamais, même pendant les cours, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me dire après, j'ai pas compris ça et tout. Vraiment, n'hésitez pas, parce que le but, c'est que que les cours vous servent, hein. Donc, si vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me dire. Ok, Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, on se retrouve tout à l'heure à 17h. d'accord, madame. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure.